Tout d'abord, je vais me présenter brièvement. Donc, je suis Emmanuel Renou, je suis chargé de projet en gestion des services d'eau et d'assainissement et aussi en gestion des ressources en eau, essentiellement à l'international, mais aussi un petit peu en France. Et c'est pour cela que j'anime aujourd'hui ce webinaire. Euh, pour rappel ou en guise d'introduction, ce webinaire en fait se situe dans le cadre d'un partenariat que l'Office international de l'eau a mis en place avec l'Agence française pour la biodiversité, anciennement l'ONEMA. Et donc nous réalisons dans l'année plusieurs webinaires qui portent sur notamment CISPA, l'Observatoire donc français des services d'eau et d'assainissement, et également donc des webinaires sur les indicateurs de performance des services d'eau potable, mais également d'assainissement. Et également un dernier webinaire qui sera sur la fin de l'année, qui concernera la valorisation et l'utilisation en fait des indicateurs de performance pour améliorer l'organisation et la gestion des services d'eau. Voilà, ici vous avez un aperçu des dates. Si vous êtes intéressé, hein, n'hésitez pas à contacter notre collègue dont vous avez l'adresse mail en bas de page. Donc le plan global de cette présentation, le voici. Donc je vais d'abord vous faire un rappel bref, hein, du contexte et du cadre réglementaire. Je vous ferai ensuite une présentation générale et très, très courte, hein, des indicateurs. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec la définition précise et comment calculer ces indicateurs de performance pour les services d'eau potable. Et on finira par un très bref quiz synthétique juste pour que vous ayez bien en tête quelques éléments clés qu'il faut vraiment retenir. Et enfin, on finira par une session d'échange de questions-réponses. Donc la réglementation, en fait, la voici. Vous avez le détail ici de tous les textes légaux qui encadrent les indicateurs de performance des services d'eau potable. En fait, ces indicateurs tiennent leur origine directement en fait du RPQS, donc le rapport sur le prix et la qualité du service que vous connaissez très certainement, qui a été introduit en 1995. Et pour améliorer le renseignement de ce RPQS et pour avoir une meilleure vision des performances et de la bonne gestion des services d'eau et d'assainissement en France, le législateur a introduit au fur et à mesure, au fil du temps, plusieurs textes officiels. Donc vous avez ici donc les décrets de 2007 qui ont, eux, vraiment introduit pour la première fois les indicateurs de performance, qui ont donné leur définition, qui ont également mis en place tout un glossaire qui permet voilà, d'avoir toute la terminologie relative aux indicateurs et qui a également introduit le calcul d'un indice de fiabilité des indicateurs pour s'assurer que ces indicateurs étaient bien renseignés et qu'ils retranscrivaient parfaitement la description des services d'eau. Et ensuite, en 2012, c'est la dernière évolution qu'il y a eu. Il y a eu un nouveau décret qui a modifié en fait certains indicateurs dont la définition n'était pas encore très précise à l'époque et qui en a également introduit de nouveaux indicateurs, ceci dans une optique notamment de préservation de l'environnement, de préservation des ressources en eau. Tous ces textes, en fait, directement, ensuite, ont modifié le Code général des collectivités territoriales. Et tous ces textes, si vous voulez en avoir le détail, vous pouvez les retrouver sur le site internet de Légifrance, que vous devez certainement connaître également. Hein, c'est le site internet qui répertorie tous les textes officiels. Et pour finir sur la réglementation, je voudrais également rappeler que depuis début 2016, aujourd'hui, toutes les communes de plus de 3500 habitants ou les EPCI qui contiennent au moins une commune de plus de 3500 habitants sont obligés de remplir et d'indiquer, de renseigner ces indicateurs de performance et de remplir leur RPQS sur le site internet Service aux France et sur l'Observatoire, donc CISPA. Et normalement, ceux d'entre vous qui sont dans ce cas doivent déjà remplir leur RPQS sur le site internet de CISPA. Donc après cette petite introduction sur la réglementation, je vais vous faire une présentation générale et très brève hein, des indicateurs.
Donc les indicateurs des services d'eau potable sont de deux types. Donc, vous avez les indicateurs descriptifs qui présentent voilà, le contexte d'évolution du service. Ces indicateurs descriptifs sont vraiment très simples, hein. C'est par exemple la tarification, les volumes vendus, etc. Donc ça, ce sont des choses très très générales. Et il y a également les indicateurs de performance, donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et ces indicateurs de performance, comme je vous le disais en introduction, ils ont été créés pour mesurer la performance des services, voilà, selon différents sujets. Donc la qualité du service à l'usager, la gestion financière et patrimoniale, et également, comme je vous l'ai dit, la préservation de l'environnement dans une optique de développement durable et notamment dans un contexte de changement climatique aujourd'hui. Et plus précisément, les indicateurs de performance pour l'eau potable voilà, permettent de décrire les 4 éléments clés de la gestion et de la performance des services d'eau. C'est-à-dire concrètement la qualité de l'eau distribuée, le réseau en lui-même, son linéaire, etc. On verra ça un petit peu après. La gestion financière du service et également la gestion des abonnés. En fait, voilà, ce sont ces 4 éléments clés que les indicateurs de performance permettent de décrire. Il est également important de savoir que, il y a un nombre d'indicateurs de performance à renseigner qui est différent selon les collectivités. Il y a tout un lot d'indicateurs de base qui sont communs à toutes les collectivités françaises, mais certains autres indicateurs ne sont obligatoires que pour les collectivités qui comportent plus de 10 000 habitants, donc c'est-à-dire les collectivités qui ont pardon, une commission consultative des services publics locaux. Donc, voilà, les collectivités de plus de 10 000 habitants ont 14-15 indicateurs à renseigner et les plus petites collectivités en ont seulement 8 ou 9. On verra pourquoi cette différence entre les chiffres. Et donc, ces indicateurs, voilà un petit peu les deux grandes catégories et le détail des principaux indicateurs que les collectivités françaises ont à renseigner dans CISPA. Et en ce qui vous concerne, vu que ces webinaires s'adressent plutôt à des petites collectivités, nous, on va uniquement se concentrer sur la première catégorie, donc pour les petites collectivités. Alors, excusez-moi juste une seconde, on a encore un contact d'une personne qui a du mal à se connecter. Je vous reprends dans Des questions à poser ou alors si vous voulez faire des commentaires par rapport à ce qui est dit, par rapport à votre propre situation, voilà, hein, n'hésitez absolument pas à nous communiquer par le chat pour que l'on puisse ensuite ou expliquer plus ou prendre en compte vos questions. Oui, allô, je vous reprends. Donc, voilà, on essaye de régler un petit souci avec une personne qui a du mal à se connecter. Donc, comme je vous le disais, voilà les grandes catégories d'indicateurs de performance qui, ah, excusez-moi parce qu'on a encore un. Et donc, voilà, comme je vous le disais, on va se focaliser sur ces 7 premières catégories. Donc, comme je vous en ai parlé un petit peu avant, vous le voyez, donc il y a des indicateurs qui sont relatifs à la qualité de l'eau distribuée. Il y a plusieurs indicateurs également qui renseignent donc le réseau, donc sa bonne connaissance, son rendement, les pertes, un petit peu les fuites en fait qu'on a sur les réseaux, le taux de renouvellement des réseaux d'eau potable et également dans une logique de développement durable, donc un indicateur qui est spécifique à la protection de la ressource en eau. Donc après toute cette partie plutôt introductive, on va dire, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec les définitions et en fait les modes de calcul des indicateurs et également les
quelques petites difficultés qui peuvent exister et les points d'attention qu'il faut bien retenir pour bien calculer et bien renseigner ces indicateurs. Donc, au préalable, il faut savoir que pour calculer tous ces indicateurs de performance, il faut utiliser ce qu'on appelle des variables de performance. Donc, ces variables, ce sont toutes les données qui peuvent être très diverses et très nombreuses qui concernent les services d'eau potable. Et donc, ce sont ces variables qui détaillent voilà, les 4 aspects clés du service dont on a déjà parlé, hein, la qualité de l'eau, le réseau, la gestion financière et la gestion des abonnés. Et toutes ces variables, donc, elles sont accessibles et leur description détaillée est accessible depuis le site internet Service Eau France. Donc, vous avez l'adresse qui s'affiche en bas de page. On en reparlera après. C'est vraiment le site de référence pour ce qui concerne ces variables, mais aussi les indicateurs de performance, où vous pouvez également trouver toute une source d'informations très, très fournie et très détaillée sur la gestion des services d'eau potable et d'assainissement. Donc voilà, ici, je vous ai mis juste un petit exemple à titre indicatif voilà, de variables de performance. Ici, ce sont celles qui concernent la tarification et les tarifs de l'eau. Vous voyez, voilà, c'est le montant des factures pour 120 mètres cubes, des taux de TVA, les montants de taxes ou de redevances des agences de l'eau, par exemple. Voilà, c'était pour vous donner un petit aperçu de ce que sont ces variables. Et donc, la définition des indicateurs, donc ici, on a un très bref rappel sur la réglementation. Comme je vous le disais, donc ils sont également eux aussi décrits de manière très détaillée sur le site Service Eau France. Encore une fois, hein, je vous conseille très fortement de consulter ce site régulièrement si vous avez des difficultés concernant le calcul, la compréhension ou le renseignement de vos indicateurs dans 6PA. C'est vraiment la Bible, hein, on peut le dire, pour tous ces sujets. Et dans ce site, vous avez d'ailleurs donc des fiches détaillées qui présentent les indicateurs hein, et leur mode de calcul avec beaucoup de renseignements de précision. Et vous y trouverez également des questions-réponses voilà, que les services de l'État assurent. Ils assurent ce service. Vous pouvez poser directement des questions sur les indicateurs et ensuite un administrateur fait ce suivi et répond directement à vos questions sur le site. Donc, on va maintenant passer très concrètement à la présentation des indicateurs. Alors, comme vous le voyez en haut à droite, là, dans le petit encadré en rouge, chaque indicateur en fait un identifiant, un numéro. Ici, on va commencer voilà, par le premier des indicateurs donc, obligatoires, réglementaires, pour les petites collectivités, pour les services d'eau potable. Donc, ce premier indicateur, donc c'est le P101.1, c'est le taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire. Concrètement, donc cet indicateur, voilà, il va permettre de vérifier qu'on a une bonne qualité de l'eau distribuée tout au long de l'année. Et son calcul, en fait, est assez simple. Il vous suffit de prendre le nombre de prélèvements bactériologiques. Hein, ce premier indicateur concerne la bactériologie. On verra ensuite qu'il y a un indicateur parallèle et très similaire. Donc le nombre de prélèvements bactériologiques conformes, comme je vous disais, que l'on va diviser sur le nombre total de prélèvements bactériologiques réalisés en cours d'année. Et ensuite, on multiplie tout ça par 100 pour obtenir un pourcentage. Alors, il est important, hein, comme vous voyez dans le grand encadré qui est sur le bas de page, de bien prendre en compte à la fois les analyses, on va dire, officielles qui sont réalisées par l'ARS, mais également toutes les analyses que vous ou votre opérateur, si vous êtes en délégation de service public, réalise dans le cadre de son autocontrôle tout au long de l'année. Il est également important de noter, et ça va possiblement concerner certains d'entre vous, de vos collectivités, pardon, que pour les services qui desservent moins de 5000 habitants ou qui produisent, qui distribuent moins de 1000 mètres cubes d'eau potable par jour, ici, on ne prend pas de pourcentage, mais on prend seulement un nombre de prélèvements bactériologiques réalisés en cours d'année. Pourquoi cela s'explique en fait dans la volonté de ne pas pénaliser en fait les trop petites collectivités qui ont beaucoup moins de prélèvements à réaliser en autocontrôle en cours d'année en comparaison par exemple à des grandes agglomérations. Je vais vous donner un exemple.
Si dans le cadre de votre autocontrôle ou plus les contrôles réalisés par l'ARS, vous ne faites que 3 prélèvements dans l'année et que, bon, disons, par manque de chance, vous en avez, allez, 2 sur 3 qui sont mauvais, si on passait en pourcentage, vous n'auriez un taux de conformité de seulement 33%, ce qui serait très faible. Donc, les pouvoirs publics ont préféré utiliser un nombre. Ah, excusez-moi une seconde. Et donc voilà, c'est pour pas pénaliser les petites collectivités. On a donc, comme je vous le disais, ensuite excusez-moi, juste un petit rappel. Donc oui, effectivement, sur les quelques difficultés qui sont inhérentes à cet indicateur. Voilà, on a les prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire et les prélèvements contradictoires. Excusez-moi, ça ce sont les données nécessaires. Et il est important voilà, de bien exclure les prélèvements qui ont été effectués sur réclamation de l'abonné. Hein, encore une fois, on ne prend en compte que les prélèvements réalisés par l'ARS et les prélèvements que vous ou votre opérateur réalisez dans le cadre de l'autocontrôle. Donc les quelques petites difficultés qu'il peut y avoir, ben justement, c'est de bien effectuer un suivi et un bon enregistrement de toutes ces données. Hein, ne pas dissocier vos prélèvements que vous faites en autocontrôle et d'enregistrer à part les prélèvements effectués par l'ARS. Il faut tout compiler, tout synthétiser. Et voilà, il faut bien s'assurer aussi de la fiabilité de ce suivi. Ensuite, comme je le disais, donc on va passer à l'indicateur 102.1 qui, on va dire, un petit peu le jumeau de l'indicateur précédent, mais qui ici va concerner la conformité pour tout ce qui est les paramètres physico-chimiques. Donc le mode de calcul est complètement similaire. Hein. Vous prenez le nombre de prélèvements physico-chimiques qui sont conformes et vous le rapportez au nombre total de prélèvements physico-chimiques réalisés en cours d'année. Et on le multiplie par 100 pour avoir un pourcentage. C'est tout à fait similaire, ce sont les mêmes modalités. Il faut bien prendre en compte là aussi les contrôles réalisés, les prélèvements réalisés par l'ARS et ceux que vous effectuez, vous ou votre opérateur, dans le cadre de l'autocontrôle annuel. Et là, de la même manière, pour les petites collectivités, donc de moins de 5000 habitants, on n'utilise pas un pourcentage, mais plutôt un nombre de prélèvements. Et on est également, hein, encore une fois, la référence, c'est l'année civile. Il faut bien prendre en compte les prélèvements effectués depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Ensuite, après ces indicateurs donc, qui portaient plus sur la qualité de l'eau distribuée, on va passer donc à l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable. Alors, un ancien indicateur existait avant 2013 jusqu'à fin 2012. Et en fait, c'est pour ça qu'en introduction, je vous ai parlé de 8 ou 9 indicateurs. Ah, je vois qu'il y a une question. Donc, quel paramètre pH conductivité? Est-ce que je peux avoir plus de précision? En toute logique, donc ces prélèvements qui sont effectués, que ce soit par l'ARS ou en autocontrôle, en autosurveillance du service, pour ce qui concerne le physico-chimique, la liste est très 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 détaillée en fait. Hein. C'est effectivement, il peut y avoir le pH, la conductivité électrique, mais bien évidemment, il y a également l'analyse de très nombreux éléments chimiques, hein, tous vos ions calcium, sodium, magnésium, etc. Bon, je vais pas vous faire la liste détaillée, mais vous voyez, je pense très bien de ce dont il s'agit. Et si vous avez, par exemple, des phénomènes de pollution, entre guillemets, naturelle, disons des éléments chimiques qui représentent un risque, mais que ces éléments chimiques sont présents naturellement dans les ressources que vous utilisez, dans les ressources en eau que vous utilisez, il faut faire un suivi plus précis de ces éléments. On peut penser par exemple à certaines roches ou des nappes souterraines qui peuvent contenir par exemple un petit peu d'arsenic. Voilà. Donc ça, ces prélèvements et les paramètres qui sont analysés
sont aussi déterminés en fonction du contexte local. Il y a toute une liste officielle, mais en fonction voilà, de spécificités locales, on peut rajouter certains éléments à analyser. Mais ça se fait en lien avec l'ARS. Et d'ailleurs, pour tous ces aspects sanitaires ou de pollution ou d'éléments à bien mesurer, je vous conseille de vous rapprocher de l'ARS si jamais vous avez des questions ou des doutes. Donc, comme je vous le disais, pour revenir donc, sur cette deuxième grande catégorie, on va dire, d'indicateurs, donc comme vous avez compris, on passe dans les indicateurs qui concernent le réseau à proprement parler. Et donc, depuis 2013, il y a un indicateur qui a été un petit peu modifié, qui a remplacé un indicateur existant qui était en vigueur jusqu'à fin 2012. Donc, cet indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable, en fait, il tire son origine dans le fait qu'il y a de très gros enjeux aujourd'hui en France sur la gestion et notamment le renouvellement des réseaux d'eau potable. Ce sont des milliers et des milliers de kilomètres, hein, il faut le savoir, de canalisation d'eau potable qui existent en France. Et une bonne partie d'entre elles, aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres exacts, mais commencent à être assez vétustes. Et il y a des très gros enjeux en fait financiers aussi de renouvellement. Et c'est pour ça que les pouvoirs publics ont amélioré et ont fait évoluer cet indicateur, voilà, pour avoir un meilleur suivi du patrimoine global national et pour anticiper sur les enjeux financiers et toutes les dépenses qu'il y aura à faire sur le territoire du pays dans les années à venir. Et ça a également été introduit aussi dans une logique de meilleure connaissance des réseaux pour une meilleure protection de la ressource. Donc cet indicateur, ici, ce n'est pas un pourcentage, c'est un nombre, en fait, c'est un score. Et en fait, il est assez simple à calculer. Donc c'est un indice qui va de 0 à 100 pour les services qui n'ont pas de mission de distribution. Bon, ce n'est pas la majeure partie des services. Et cet indice va de 0 à 120 pour les services qui ont une mission de distribution. Ça concerne ici quand même beaucoup de services en France. Et donc, ce score, en fait, vous le cumulez en fonction de l'avancement et des outils dont vous disposez pour bien suivre et bien connaître votre patrimoine et vos réseaux. Donc, tout d'abord, voilà, il y a une première partie. La partie A, c'est savoir si vous avez bien un inventaire de votre réseau et si vous avez bien une mise à jour régulière des plans. Tout ceci, voilà, porte sur 15 points. Vous obtenez 10 points si effectivement il y a bien un plan des réseaux de transport et de distribution au sein de votre service et qui détaille tous les éléments constitutifs de votre service, voilà, tout au long de la chaîne, depuis la production d'eau potable, depuis la distribution, les stations de traitement, de pompage et tous les éléments précis, on va dire, du réseau, toutes les canalisations avec leur diamètre, etc., leur année de pause, tous les éléments qui servent au comptage, voilà, les emplacements de vos compteurs, etc. Donc, si vous avez ces plans, voilà, vous gagnez, entre guillemets, on va dire 10 points. Et vous avez 5 points supplémentaires si vous avez bel et bien mis en place une procédure régulière de mise à jour de ces plans, donc qui doit normalement se faire chaque année selon le code de l'environnement. Et une fois que vous avez ces 15 points, ensuite, vous pouvez passer à la partie B qui va vous permettre, encore une fois, entre guillemets, d'améliorer votre score. Donc, ensuite, vous avez 10 points supplémentaires si vous avez un inventaire très précis des réseaux, voilà, avec l'identification précise des tronçons, avec le linéaire détaillé, les catégories d'ouvrages dont la définition se trouve dans le code de l'environnement, des informations cartographiques, et si vous avez voilà, la nature précise de vos matériaux, hein, si c'est du PVC, de la fonte, quels sont leurs diamètres, etc. Et voilà, vous gagnez 10 points si vous disposez de cet inventaire précis. Et si, en plus, vous avez une procédure de mise à jour. Et en fait, ensuite, vous cumulez à chaque fois. En fait, ce sont des étapes pour lesquelles vous gagnez des points supplémentaires à chaque fois. Donc, l'étape supplémentaire, voilà, vous avez un point en plus
chaque fois que 10% supplémentaires de linéaires sont renseignés. Et ensuite, vous avez 10 points de plus si l'inventaire mentionne la date ou la période de pause d'au moins 50% de votre linéaire. Ça, c'est un élément très, très important dans une optique voilà, de renouvellement et compte tenu des enjeux financiers qui y correspondent. Connaître la date de pause de vos canalisations, c'est vraiment un élément qui est parfois négligé alors que c'est très, très important. Et enfin, pour cette partie B, voilà, vous gagnez un point supplémentaire chaque fois que 10% supplémentaires du linéaire sont renseignés. Donc voilà, très, très concrètement, plus vous connaissez bien votre patrimoine, plus vous gagnez de points. Et une fois que ces deux critères, ces deux parties, hein, la partie A et la partie B, sont complètes, vous avez les 40 points qui correspondent, alors vous pouvez gagner des points supplémentaires pour la partie C qui concerne la gestion de vos réseaux. Et vous avez donc ici le détail des points que vous pouvez gagner en plus en fonction de l'avancement de la connaissance de votre patrimoine. Donc voilà, vous avez 10 points si vous avez une localisation précise des ouvrages annexes, toutes les vannes, les ventouses, les purges. Vous avez 10 points supplémentaires si vous avez une procédure de mise à jour annuelle de l'inventaire de tous vos équipements électromécaniques. Vous avez 10 points supplémentaires si vous avez une localisation précise de vos branchements sur le plan de votre réseau. Et vous avez enfin 10 points supplémentaires si dans votre inventaire, vous avez le détail précis des caractéristiques de tous vos branchements avec le type de compteur, les références du compteur, la date de pause, encore une fois, du compteur. Voilà, ça vous permet de gagner des points supplémentaires. Et vous voyez, la liste, en fait, est assez longue, hein. Vous avez 10 points supplémentaires pour l'identification des secteurs de recherche de fuite, la date des recherches, etc., etc. Je vous passe le détail des points suivants. Mais bon, voilà, comme vous l'avez compris, plus vous avez un inventaire précis, plus votre score pour cet indicateur sera élevé. Et l'idée aussi des pouvoirs publics d'avoir autant de catégories qui permettent de gagner des points, je pense que vous l'avez compris, voilà, c'est aussi pour inciter les collectivités à vraiment s'atteler de manière active à effectuer voilà, cet inventaire et à bien connaître ses patrimoines voilà, dans une optique de renouvellement et de protection de la ressource. Ensuite, on passe à un autre indicateur qui concerne la connaissance de votre réseau. Donc, c'est le rendement du réseau de distribution. Donc, vous avez le calcul détaillé ici. Hein. Donc, concrètement, vous voyez, c'est d'une manière globale assez simple. Donc, c'est le volume consommé autorisé plus le volume vendu en gros, divisé par le volume produit plus le volume acheté en gros. Et ceci, vous le multipliez par 100 pour avoir un pourcentage. En fait, concrètement, cet indicateur, c'est le rapport entre le volume qui va sortir de votre système d'eau potable sur le volume qui va rentrer dans le système d'eau potable. Et l'idée de cet indicateur, ben, comme vous l'avez compris, hein, c'est un rendement, c'est pour voir quelle est l'efficacité de votre système d'eau potable et notamment pour déterminer quelles sont un petit peu les quantités de pertes et de fuites que vous avez sur votre réseau. Donc, il y a quelques petites précisions ou points d'intention qu'il faut bien retenir. Voilà, ces volumes comptabilisés que vous obtenez à travers vos opérations de relève doivent faire l'objet d'un prorata temporis pour les ramener sur 12 mois. Ça, il faut bien faire attention. Et si jamais il y a quelques données, on va dire, à une période de l'année qui sont un peu manquantes, il faut effectuer un petit calcul, une sorte de lissage pour rapporter ça sur la durée d'une année calendaire. Il faut bien savoir aussi que voilà, il faut faire très attention à ce qu'est le volume consommé autorisé. Ça, je veux prendre le temps qu'on s'attarde un petit peu et qu'on détaille ce volume. Donc, le volume consommé autorisé, c'est tout le volume que vous comptabilisez.
donc à travers vos opérations de relève auprès des abonnés et tous les volumes que vous comptez sur votre réseau. Mais c'est également le volume des consommateurs sans comptage, mais qui sont autorisés. Qu'est-ce que c'est? Ben, par exemple, ça peut être l'eau d'une fontaine publique. Voilà, juste pour, on va dire, pour aspect visuel, vous avez installé une petite fontaine sur la place de votre commune, mais il n'y a pas de compteur pour cette fontaine. Et donc, du coup, ce volume, le volume d'eau que va consommer cette fontaine, il est autorisé, mais il n'est pas compté. Donc, il faut l'estimer. Et ça, c'est un point sur lequel il faut faire très attention. On y reviendra un petit peu après. Donc, tous ces volumes non comptés, mais qui sont autorisés. Donc, voilà, j'ai parlé des fontaines, mais ça peut aussi être les services de voirie qui, voilà, pour le nettoyage régulier de votre chaussée et des trottoirs. Vous utilisez bien évidemment des volumes d'eau non négligeables, mais ils ne sont pas forcément comptés. Donc cela, il faut aussi les prendre en compte. Vous pouvez avoir l'arrosage des espaces verts. Donc voilà, ce sont tous ces volumes dont vous avez besoin, qui sont tout à fait autorisés, mais pour lesquels on n'a pas de comptage. Voilà, ça, il faut bien faire attention à bien les estimer. Et pour cela, il existe des tableaux qui permettent de donner des ordres de grandeur. Je vous le présenterai juste après. C'est des tableaux qui ont été produits par l'Association scientifique et technique de l'eau et de l'environnement, l'ASTE. Et enfin, donc, dans ces volumes consommés autorisés, il faut également rajouter le volume de service du réseau. Qu'est-ce que le volume de service du réseau? Ben, c'est tous les volumes d'eau que vous utilisez directement pour bien faire fonctionner votre réseau. Un exemple type, par exemple, c'est tout le volume d'eau que vous allez utiliser pour nettoyer votre réservoir. Donc voilà, tous ces volumes, tout ce volume consommé autorisé, voilà, il comporte différents types de consommation d'eau. Et encore une fois, il est très important pour obtenir un rendement le plus précis possible de bien estimer tous vos volumes qui ne sont pas comptés. Donc les petites difficultés pour le calcul de cet indicateur. Voilà, il faut bien faire attention au volume consommé, que c'est le volume consommé autorisé, mais également le volume que vous pouvez vendre à d'autres services, hein, de l'eau brute. Le volume consommé autorisé, bon, je viens d'en parler, je pense suffisamment longuement, mais on pourra en rediscuter si besoin. Et le volume mis en distribution, c'est le volume produit qui sort de vos usines de production d'eau potable, mais également le volume que vous pouvez acheter à d'autres services. Ça, il faut bien faire attention. Alors, je vois qu'il y a eu quelques petites questions. Les compteurs individuels n'étant pas encore en fonction de notre commune, nous devons donc nous reporter au relevé des compteurs au réservoir. Je préfère prendre le temps de finir la présentation et on reviendra sur cette question, oui, à la fin, qui est d'ailleurs une question très intéressante. Donc, les données nécessaires pour le calcul de cet indicateur, voilà, donc c'est tous les volumes comptabilisés, les volumes produits qui sont comptés, les volumes achetés, les volumes vendus, et on en a, voilà, encore une fois parlé, hein, tous les volumes qui sont non comptés, plus le volume de service. Les difficultés qui peuvent exister, ben, bien évidemment, c'est la fiabilité des mesures selon le bon choix des compteurs que vous avez fait ou pas, selon leur vétusté, peut-être qu'ils ne comptent plus très bien. Ça peut, excusez-moi, ça peut générer des erreurs sur les mesures. Il faut bien faire attention aussi sur les volumes vendus avec les dégrèvements. Il ne faut pas prendre en compte les dégrèvements. Il faut d'abord enlever les dégrèvements des volumes avant de retenir le volume vendu. La période et la durée entre les relèves, voilà, là aussi, il faut faire une sorte de retraitement de petits calculs pour obtenir la consommation de l'année civile. Si vous ne faites pas une relève de vos volumes vendus suffisamment régulièrement, il peut y avoir des incertitudes
Et dans ce cas-là, voilà, il faut essayer de faire une sorte de moyenne ou un lissage sur toute l'année, en fait. Et bien évidemment, la dernière difficulté, on en a parlé, c'est l'estimation des volumes qui ne sont pas comptés. Et donc, ces volumes qui ne sont pas comptés, comme je vous en parlais, voilà, c'est cette petite table-là voilà, qui vous donne des indications, des guides de calcul ou des ordres de grandeur pour tous ces volumes non comptés voilà, pour essayer de les estimer du mieux possible. Donc, comme vous voyez, il y a les essais sur les poteaux d'incendie. Comme je vous l'ai dit aussi, voilà, les espaces verts, les fontaines, le lavage de la voirie, etc., etc. Et cette table, dans la deuxième partie, la partie inférieure, là, qui commence à partir de la moitié de l'écran, vous donne aussi des indications pour estimer le volume de service du réseau. Hein, je vous parlais du nettoyage des réservoirs, mais vous avez aussi l'eau qu'on injecte pour désinfecter, voilà, avec du chlore notamment, après avoir réalisé des travaux de réfection, de réhabilitation sur votre réseau. Donc voilà, on pourrait essayer d'ailleurs de vous retrouver cette table si vous en avez besoin et de vous trouver le lien. On passe maintenant à ce quatrième indicateur, donc le 105.3, qui concerne également, lui, la connaissance du réseau. Et c'est l'indice linéaire des volumes non comptés. Bon, comme vous le voyez, hein, le calcul est assez simple, là encore. Il s'agit du volume que vous mettez en distribution, moins le volume comptabilisé. Et concrètement, la différence, ça va être voilà, des volumes que vous ne comptez pas. Et vous le divisez, vous le rapportez à la longueur de votre réseau, à votre linéaire. Et enfin, vous le divisez par le nombre de jours de l'année, 365 ou 366, selon les années, qu'elles soient bissextiles ou non. Et dans ce calcul, le volume qui est mis en distribution, c'est le volume donc, que vous produisez vous-même à travers vos usines de production d'eau potable, mais également le volume que vous achetez en gros à une autre collectivité ou un autre opérateur, et auquel on retire le volume que vous pouvez éventuellement vendre auprès d'autres collectivités ou d'autres opérateurs. De la même manière que pour l'indicateur précédent, ici, ces volumes comptabilisés issus de la relève doivent faire l'objet d'un prorata temporis pour les ramener sur 12 mois. Et cet indicateur se calcule également sur la base d'une année civile ou 12 mois consécutifs. Et là encore, de la même manière, il y a une petite méthode, il faut user de petits calculs, voilà, pour bien caler les différents volumes sur une même période. Si voilà, les volumes comptabilisés que vous avez ne sont pas sur strictement la même année calendaire que les références que vous avez pour les volumes que vous mettez en distribution ou les volumes que vous produisez ou les volumes que vous vendez, voilà, il faut bien faire attention, il faut bien que ces deux catégories soient calées sur exactement la même période de 12 mois, peu importe quand elles commencent. Et enfin, pour ce calcul, comme vous le voyez en toute fin de page, le linéaire du réseau qui doit être pris en compte, hors branchement, hein, ça aussi c'est un point important, il ne faut pas prendre en compte la longueur des branchements, uniquement de vos canalisations principales. Il faut se baser sur donc le linéaire de votre réseau au 31 décembre de l'année. Un autre indicateur, donc le 106.3, qui concerne toujours la connaissance, on va dire, de votre réseau, c'est l'indice linéaire des pertes en réseau. Concrètement, cet indice, il permet de caractériser, de quantifier eh bien, toutes les pertes, les fuites que vous avez sur votre réseau. Donc, son mode de calcul est très similaire à l'indicateur précédent. Vous prenez le volume qui est mis en distribution, auquel vous enlevez le volume consommé autorisé, et que vous divisez par la longueur, par la longueur de votre linéaire, de votre réseau de desserte, et que vous divisez enfin par 365 ou 366 jours. Et de la même manière, hein, les variables, les paramètres qui doivent être utilisés, encore une fois, ce sont exactement les mêmes. C'est le volume mis en distribution,
et le volume consommé autorisé. Voilà, c'est deux grandes catégories dont on a déjà pas mal parlé précédemment. Et de la même manière, encore une fois, hein, vous voyez, cet indicateur est très similaire à l'indicateur précédent. Il utilise les mêmes paramètres et les mêmes règles de calcul. Il faut toujours faire attention voilà, au prorata temporis pour ramener ces volumes sur une période de 12 mois. Voilà, il faut encore une fois bien caler les différents volumes sur une même période, sur une même année, pas forcément calendaire, mais en tout cas sur le 12 mois. Il faut que ce soit exactement la même période. Donc il faut bien faire attention à ça. Et encore une fois, les volumes des consommateurs sans comptage et de services, bah, il faut essayer de les estimer de la manière la plus précise possible, notamment en utilisant la petite table là, dont on a parlé précédemment. Et également, de la même manière, le linéaire du réseau que vous devez renseigner, utiliser pour calculer cet indicateur, eh bien, c'est le réseau, c'est sa longueur, son linéaire, au 31 décembre de l'année en cours. Et encore une fois, c'est uniquement les canalisations principales. Il ne faut pas prendre en compte la longueur des branchements. Le dernier indicateur, si je ne me trompe pas, qui concerne la connaissance des réseaux, voilà, c'est l'indicateur 107.2 et s'il concerne, c'est le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable. Alors cet indicateur, voilà, il doit être calculé à partir des données des 5 dernières années. Et son calcul, comme vous le voyez, là encore, ce n'est pas très compliqué en fait, hein. C'est la longueur cumulée donc voilà, du linéaire des canalisations qui ont été renouvelées sur les 5 dernières années, que vous divisez par 5 pour effectuer une moyenne et que vous divisez par la longueur de votre réseau à l'année en cours et que vous multipliez par 100 pour obtenir un pourcentage. Donc, encore une fois, hein, la longueur des branchements ne doit pas être prise en compte. C'est uniquement les canalisations principales. Là encore, pour le linéaire, il faut se baser sur le linéaire au 31 décembre de l'année en cours. Et les linéaires qui ont été renouvelés, qui doivent être pris en compte, en fait, ce sont toutes les canalisations que vous avez complètement renouvelées. Ce sont des canalisations que vous avez réhabilitées, sur lesquelles vous avez effectué des travaux de renforcement, mais qui permettent d'obtenir une prolongation de leur durée de vie équivalente à celle d'une canalisation neuve. Et voilà, enfin, il faut bien faire attention au fait que les petites interventions ponctuelles, voilà, une réparation de fuite, on considère que ce n'est pas un renouvellement à proprement parler. Donc voilà, hein, concrètement, il suffit sur les 5 dernières années, de bien connaître en fait et de manière précise les longueurs de canalisation que vous avez renouvelées. Et enfin, l'avant-dernier indicateur, voilà, c'est le 108.3 et il concerne, c'est l'indice d'avancement de protection de la ressource. Voilà, ça c'est un des indicateurs les plus récents dans la législation, comme je vous l'ai expliqué, dans une optique voilà, de préservation des ressources en eau, de développement durable, de changement climatique, etc. Cet indicateur a été introduit par les pouvoirs publics. Et alors son mode de calcul est très très simple, hein. Vous voyez, vous avez le détail, en fait, c'est un pourcentage et en fait, ce pourcentage décrit le niveau d'avancement en fait, des démarches administratives et opérationnelles qui sont mises en œuvre sur le territoire de votre collectivité pour la protection des points de prélèvement d'eau potable. Donc ça peut être au niveau des captages, au niveau des cours d'eau dans lesquels vous pompez, ou ça peut être également au niveau des nappes d'eau souterraines. Et donc, cet indicateur, voilà, c'est un pourcentage, comme je le disais, et qui augmente en fonction du degré d'avancement. Donc, si vous n'avez aucune démarche qui est mise en œuvre, eh ben, voilà, vous obtenez un score de 0%. Si des études environnementales ont été réalisées, vous passez à 20%. Si l'hydrogéologue agréé a donné son avis, vous avez 40%. Voilà, etc., etc. Si vous avez des arrêtés préfectoraux qui sont mises en œuvre pour la protection des ressources en eau sur le territoire de votre collectivité, pardon,
Voilà, vous allez jusqu'à 80, 60, 80%. Et enfin, si vous avez même une procédure qui est mise en place pour le suivi de l'application de l'arrêté, vous allez jusqu'à 100% pour cet indicateur. Je me permets une petite remarque. Il y a une toute petite erreur en fait sur ce diapositive. Au niveau du 80%, vous voyez à la fin inspection et contrôle des travaux par la DAS. Bon, comme vous le savez, hein, aujourd'hui, la DAS n'existe plus, c'est l'ARS qui effectue ces inspections. Et enfin, nous allons passer au dernier indicateur réglementaire pour les petites collectivités, entre guillemets, donc de moins de 10 000 habitants. C'est l'indicateur 109.0. Et cet indicateur, c'est le montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité. Alors concrètement, c'est très très simple, mais c'est juste le montant, en fait, et de ces abandons de créances et du versement au fonds de solidarité. Les données nécessaires, donc voilà, il suffit de bien suivre, entre guillemets, ces abandons de créances, ces montants. Et la principale difficulté, entre guillemets, pour le calcul de cet indicateur, mais voilà, c'est d'avoir un enregistrement et un suivi précis des décisions de l'assemblée délibérante, parce qu'en effet, ces abandons de créances se font par délibération. Et voilà, finalement, cet indicateur est très très simple. Il suffit d'effectuer un très très bon suivi. En fait. Voilà. Enfin, en guise de conclusion, je voulais vraiment vous rappeler et vous inciter à vous rendre sur le site internet de Services aux France. Voilà, je vous ai fait une petite extraction d'une image du site. Sur la page d'accueil de Services aux France, voilà, vous avez cette grande catégorie, ce sommaire-là, et où vous avez tout sur les indicateurs. Et à partir de ce menu, donc, vous pouvez accéder à la présentation très détaillée, comme je vous ai parlé en introduction, des indicateurs avec des fiches détaillées qui rappellent les modes de calcul, toutes les précautions à prendre, etc., etc. C'est vraiment une source d'information très, très, très détaillée et très, très utile, très bien faite. Et vous avez également, si besoin, la présentation donc, de toutes les variables de votre service d'eau potable, hein, ces variables qui servent au calcul des indicateurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Juste pour finir, voilà, j'avais préparé un quiz très très synthétique, hein, comme je vous l'avais dit. C'était juste pour, voilà, pour vous rappeler des éléments importants. Donc, ce sont 3 petites questions. Donc, pour voilà, pour essayer de bien définir et de se souvenir d'éléments importants. Donc, combien d'indicateurs de performance pouvez-vous renseigner? Comment obtenir des informations sur les indicateurs et leurs calculs? Et enfin, 3, les règles de calcul des indicateurs sont les mêmes pour toutes les collectivités, vrai ou faux? Alors, je vais tout de suite en fait vous montrer les réponses. Donc, vous pouvez renseigner jusqu'à 14 en fait, indicateurs. Pour rappel, les petites collectivités comme les vôtres, donc de moins de 10 000 habitants, n'en ont que 8 à remplir de manière obligatoire. Cependant, si vous en avez le temps et si vous disposez des données, vous pouvez bien sûr remplir plus d'indicateurs. Et ça se fait de manière en fait automatique sous 6PA. Vous avez sous 6PA automatiquement, il y a l'affichage de tous les indicateurs que vous pouvez renseigner. Et si vous disposez des données, n'hésitez pas à compléter d'autres indicateurs. Ça vous permettra d'avoir un meilleur aperçu des performances de votre service et de voir quels sont les différents points de la gestion de votre service que vous pouvez améliorer. Comment obtenir les informations? Je viens d'en parler à l'instant, bien évidemment, sur le site Services aux France, mais également, c'est ça que je voulais rappeler en fait, que vous pouvez contacter le gestionnaire référent de votre compte 6PA si besoin. Quand vous renseignez vos indicateurs directement sous 6PA, que vous avez un doute, que même si sur le site Services aux France, vous avez trouvé une information, mais vous n'êtes pas totalement sûr de son interprétation,
vous pouvez contacter le gestionnaire de votre compte SISPA qui est la DDT ou la DDTM. Et enfin, voilà, petit rappel, les règles de calcul des indicateurs sont les mêmes pour toutes les collectivités. Eh bien, faux, comme on l'a vu en introduction avec les premiers indicateurs sur la qualité de l'eau, les petites collectivités de moins de 5000 habitants, par exemple, n'ont pas les mêmes règles de calcul pour ces indicateurs. Donc voilà, ça, il faut bien faire attention. Mais ce sont les deux seuls indicateurs, hein, les taux de conformité sur les prélèvements bactériologiques et physico-chimiques. Ce sont les deux seuls indicateurs où les plus petites collectivités ont une règle spécifique. Voilà, maintenant on va pouvoir passer à la session de questions-réponses et je vois qu'il y a des questions qui ont été posées. Alors, je vais essayer de reprendre un petit peu dans l'ordre. Donc, question de Madame Marie Fleurier. Alors, je ne sais pas, Anne-Paul, peut-être qu'on peut passer à l'oral complètement. Ça serait peut-être En ligne, hein, plus madame. sympathique, plus agréable. Voilà, Madame Gauthier, Mais normalement, après, le microphone est activé. pardon? Ah, vous avez pas. Alors, dans ces cas-là, il faut taper votre question. Si vous n'avez pas de micro, il suffit de taper la question. Ah oui, oui. Voilà. Mais Madame Gauthier, c'est pareil. Est-ce que vous avez un micro ou alors il faut taper votre question? Sinon, je vous ai laissé la parole. Alors, mais je vais peut-être reprendre d'abord les questions en fait dans l'ordre Très dans bien. lequel elles ont été posées. Donc, on avait une question donc de Madame Fleurier. Les compteurs individuels n'étant pas encore en fonction dans notre commune, nous devons donc nous reporter au relevé des compteurs au réservoir. Alors, il faudrait éventuellement peut-être plus d'éléments de contexte. Euh, alors, pour l'instant, vous n'avez vraiment aucun compteur individuel chez aucun abonné. Mais effectivement, le seul moyen, ou le moyen le plus approprié, effectivement, oui, les compteurs en sortie de réservoir vous permettront de savoir quel est le volume vraiment entrant dans votre système. Mais c'est vrai que pour avoir une précision, une meilleure précision, bien évidemment, ça passe aussi par un dispositif de comptage sur tout votre réseau amélioré. Même si vous n'avez pas de compteur auprès de vos abonnés, il est toujours utile, au-delà de vouloir calculer simplement un indicateur, hein, pour bien gérer son réseau et bien protéger ses ressources, une des solutions les plus efficaces, vraiment, j'en ai parlé d'ailleurs pendant la présentation, c'est de mettre en place un dispositif de comptage sur votre réseau le plus précis possible. Et d'avoir, selon les tronçons principaux ou selon les quartiers, les hameaux, les différentes branches de votre réseau de distribution, d'avoir un maximum de compteurs. Alors, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question. D'accord, mais pas encore en fonction. Très bien. Et oui, effectivement, si vous ne disposez que des compteurs en sortie de réservoir, bon, écoutez, il faut faire avec ce dont vous disposez, hein. C'est déjà la base d'avoir un comptage en sortie de réservoir. Et si c'est la seule référence dont vous disposez pour l'instant, il faut bien évidemment l'utiliser. Ensuite, comme vous le précisez, j'imagine que les autres compteurs seront fonctionnels très prochainement. Et à partir de ce moment-là, voilà, vous aurez un aperçu, une idée bien meilleure et bien plus précise des volumes que vous avez réellement mis en distribution. Je vous remercie également pour votre réponse. Je vais reprendre ensuite les questions. Donc, il y avait de Gauthier. Euh, d'accord, la DDT n'est pas référente partout. Non, effectivement, alors, je parlais de la DDTM, sinon. Peut-être, oui, dans le cas des Hautes-Pyrénées, moi je connais pas particulièrement. C'est peut-être bien, oui, un autre service de l'État qui est référent, ça peut arriver.
mais d'une manière générale, ce sont très souvent les DDT et les DDTM, en fait. Monsieur ou madame Schwarzwälder en Haute-Saône, il n'y a personne à la DDT pour nous donner des renseignements. Alors écoutez, ça c'est je suis navré pour vous et c'est pas tout à fait normal, je peux me permettre, hein, je ne vais pas les critiquer outre mesure, mais en toute logique, ce sont eux qui sont les référents des comptes 6PA. Alors, comme je vous le disais, vous pouvez vous référer au site Service aux France, vous référer aux fiches détaillées et surtout n'hésitez pas, en fait, sur chaque fiche descriptive des indicateurs ou des modes de calcul ou des variables, comme je vous l'ai dit, vous pouvez poser des questions directement sur le site internet. Et d'ailleurs, on y trouve déjà des questions qui ont déjà été posées par d'autres utilisateurs, par d'autres services, d'autres collectivités qui ont peut-être même les mêmes préoccupations que vous. Et vous pourriez d'ailleurs bien trouver des questions similaires aux vôtres avec les réponses qui correspondent. En tout cas, bon, pour ce qui concerne la DDT, renseignez-vous. En fait, si vous avez un compte 6PA, normalement, dans 6PA, vous avez le descriptif détaillé de votre service d'eau potable et d'assainissement, collectif ou non collectif, si vous avez ce genre de service sur votre territoire. Et dans le descriptif de votre service, vous avez l'intitulé précis de l'organisme qui suit votre compte 6PA avec des coordonnées de référence. Normalement, à cet endroit, vous devriez pouvoir trouver un contact de référence qui devrait pouvoir vous éclairer. Alors, question de Madame Tisseur, comment prendre en compte les dégrèvements pour fuite? Alors, écoutez, ça, c'est un cas précis. Je vais noter la question et peut-être qu'on reviendra vers vous en privé à part par mail. Je préfère ne pas vous dire de bêtises, mais en toute logique, vu que c'est un dégrèvement, normalement, il ne doit pas être pris en compte. Mais c'est vrai que le cas de la fuite est quand même particulier. Non, je vais creuser la question et on reviendra vers vous directement par mail. Alors, Gauthier, je n'ai aucun indicateur de saisie sur le site 6PA. Le site n'est pas très intuitif et je n'arrive. D'accord. Alors, Gauthier, écoutez, ça tombe bien. En fait, l'Office international de l'eau a réalisé cette année, toujours pour le compte de l'Agence française pour la biodiversité, des MOOC explicatifs d'utilisation du site de 6PA. Normalement, ils doivent être disponibles. On pourra vous envoyer les liens. Il y a au total 6 modules qui présentent donc un petit peu le cadre réglementaire général. Il y a quelques rappels succincts sur les indicateurs d'eau potable, d'assainissement collectif, non collectif. Et il y a également 3 ou 4 modules qui sont focalisés uniquement sur l'utilisation du site de 6PA et de sa nouvelle version en fait, parce qu'il y a eu une actualisation très récente. Et mais je vous conseille vivement d'aller consulter ces MOOC. Vous aurez vraiment toutes les explications de comment bien utiliser 6PA, voilà, comment renseigner les données, on va dire, administratives de votre service, comment utiliser le site à proprement parler, sur quelle page trouve-t-on quelle information, sur quelle page doit-on renseigner tel ou tel indicateur, comment les indicateurs sont calculés automatiquement parfois par 6PA. On vous enverra le lien et on espère en tout cas qu'avec ces vidéos, vous aurez un meilleur aperçu, une meilleure compréhension de l'utilisation de 6PA. DDTM, oui, voilà, merci Madame Fleurier pour la précision, etc. Ouais, effectivement.
Alors, question de monsieur ou madame Gély. Pour le calcul du rendement, nous prenons les volumes comptabilisés, d'accord, du 1er août, alors que les volumes produits. Alors, comme je vous le disais, oui, effectivement, il faut réussir à se caler sur la même année calendaire, en fait. Si vous prenez les volumes produits du 1er janvier au 31 décembre, les volumes comptabilisés doivent aussi l'être du 1er janvier au 31 décembre. Ça semble logique. Si vous voulez avoir un rendement sur une année, mais il faut bien prendre les volumes comptabilisés et les volumes produits sur cette même année. Et effectivement, là, vous avez un petit décalage de 6 mois, en fait. Mais les volumes comptabilisés, si vous les enregistrez bien, et j'en ai aucun doute, vous pouvez très facilement les retrouver du 1er janvier au 31 décembre. Mais à l'inverse, si vous préférez, selon ce qui est le plus facile pour vous, vous pouvez garder vos volumes comptabilisés du 1er août au 30 juillet et prendre et recalculer en fait vos volumes produits sur cette même période du 1er août au 30 juillet. Mais l'important est de bien se baser exactement sur les mêmes 12 mois consécutifs. Alors, rivière, je n'arrive pas à voir le son. J'ai quelques questions. Pour l'autoconformité eau potable, faut-il reprendre les bilans ARS? Oui. Y ajoutons les analyses d'autocontrôle? Oui, effectivement. Il faut prendre à la fois les prélèvements entre guillemets officiels réalisés par l'ARS, mais également ceux que vous, votre service ou votre opérateur effectue. Non, il faut bien additionner les deux, hein. Alors ensuite, vous, pour le suivi quotidien ou la gestion de votre service, bien évidemment, rien ne vous empêche de les différencier dans leur enregistrement, leur stockage. Mais pour le calcul de l'indicateur, il faut bien prendre en compte les deux. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions? Oui. Alors, comment procède-t-on quand il y a interconnexion entre deux communes, donc deux réseaux? Alors en fait, tout dépend du service. Il me faudrait peut-être d'autres éléments de contexte. Ces deux communes, en fait, ou deux collectivités de communes, ont deux services différents ou sont-elles regroupées au sein d'un même service?
Ah, donc si je comprends bien, vous êtes un seul gestionnaire pour deux communes, c'est un seul service. D'accord, très bien. Mais dans ce cas-là, vous prenez vu qu'il n'y a qu'un seul service, c'est en tant que gestionnaire, vous ne remplissez en fait qu'une fois et vous devez prendre en compte la totalité des deux réseaux qu'on pourrait appeler un seul réseau finalement, vu que c'est une interconnexion. D'accord. Ah, d'accord, très bien, oui, je comprends mieux. D'accord, je ne connaissais pas ce cas de figure. Je pensais que il était possible d'effectuer voilà, des demandes de subvention uniquement au nom d'un service et pas forcément au nom d'une collectivité ou d'une commune. Alors, si on vous demande vraiment un rendement communal, bah, il faut essayer de différencier autant que possible les deux réseaux selon le territoire. En fait. Je vais vérifier quand même au niveau du rendement sur la fiche détaillée. On trouve donc sur le site Service aux France. Voilà, donc pour le calcul du rendement de réseau distribution, donc la fiche détaillée de l'indicateur qu'on trouve sur Service aux France précise pour l'échelle de calcul, les données sont collectées sur un périmètre caractérisé par la même mission de distribution d'eau et un opérateur unique. L'indicateur est calculé au niveau de ce périmètre ou un niveau supérieur en consolidant les données. Donc, en toute logique, l'indicateur que vous devez renseigner dans SISPA pour produire votre RPQS, il doit être renseigné pour un opérateur unique et pour une seule mission de distribution. Alors, effectivement, sur la déclaration de l'Agence de l'eau, j'ai calculé un rendement par source et non par commune. Qu'est-ce que vous entendez par source? D'accord. Euh, alors, normalement, le rendement, ça concerne vraiment le réseau. Il ne faut pas se baser sur le nombre de sources. Euh, comme on a vu, si on reprend je vais essayer de reprendre le calcul de l'indicateur du rendement. Donc voilà, c'est le volume consommé autorisé plus le volume vendu en gros divisé par le volume produit et volume acheté en gros. Donc si vous avez plusieurs sources, plusieurs captages, ce sont tous les volumes en fait que vous traitez ensuite, ce sont tous ces volumes produits. Peu importe en fait le nombre de sources, de captage, de forage, etc. dont vous disposez, l'important c'est de bien les additionner pour déterminer le volume produit en fait. Et c'est ça qui va vous servir à calculer l'indicateur pour un service. Mais c'est vrai que je suis assez surpris de ce que vous expliquiez, d'avoir l'obligation de calculer un rendement par commune pour les demandes de subvention. Alors que dans le calcul de l'indicateur, c'est vraiment pour un seul service et un seul opérateur, hein, qu'il soit public ou privé.
Alors là, je suis un peu surpris. Bon, écoutez, je vais noter quand même votre cas et puis de la même manière que pour d'autres personnes, notamment sur la question du dégrèvement pour fuite, je vais essayer de creuser un petit peu la question parce que ça me surprend. Et on va essayer d'élucider ça et puis de revenir vers vous ensuite. Questions ou des revenir sur un indicateur? Mais je vous en prie, merci à vous. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser faire un petit quiz. Voilà, où c'est juste simplement pour justement ce que vous êtes en train d'écrire, avoir un petit peu un questionnaire de satisfaction. Donc, je vous laisse y répondre. Donc, juste encore quelques minutes. Voilà, je pense que là, voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, Emmanuel, tu peux peut-être conclure? Écoutez, merci à tous d'avoir assisté à cette petite présentation. On espère que vous étiez satisfaits et que ça vous a apporté des éléments de réponse à vos préoccupations sur cette question des indicateurs. Et comme discuté, Anne-Paul, moi je te laisse vérifier ça, mais j'imagine que la présentation pourra être envoyée aux participants. Et puis, Oui, tout à fait. voilà, on va continuer à affiner, à se renseigner sur les questions là qui restaient un petit peu en suspens, sur la question du dégrèvement pour les fuites et la question des si nombreux rendements en fonction des 10 captages. Je vais essayer voilà, de, de creuser cette question parce que ça me surprend un peu. Et donc, oui, pour rappeler tout ça, donc on vous enverra le lien vers le MOOC et on vous enverra également comment dire, le diaporama et l'enregistrement de la session avec les réponses aux questions. Voilà, donc il nous faudra un petit peu de temps de préparation pour vous faire un beau diaporama, mais tout sera en ligne et on vous enverra à ce moment-là le lien pour que vous puissiez avoir accès à toutes ces données. Voilà, et n'hésitez pas à nous recontacter pour la suite. Le prochain séminaire, enfin le prochain webinaire aura lieu au mois de septembre sur l'assainissement. Donc, je vous remercie de votre participation et je vous dis donc à bientôt. Merci à tous.
Merci. Au revoir. Au revoir.